Bonjour à tous et bienvenue, c'est la 4e édition de l'Investir Day. Rendez-vous ce mardi 29 novembre au Carrousel du Louvre à Paris. Le fil rouge de l'Investir Day depuis sa création, c'est l'investissement responsable. Et un des acteurs majeurs de la gestion d'actifs depuis quelques années désormais, Tikehau Capital, en a aussi fait une de ses priorités. Et Cécile Cabanis, sa directrice générale adjointe, est venue en plateau ici nous en parler. Cécile, bonjour. Bonjour. On était déjà il y a un an ici en plateau pour parler et présenter Tikehau Capital. Mais petite piqûre de rappel pour débuter, quelques mots de présentation de Tikehau Capital. Avec plaisir. Donc Tikehau Capital, c'est avant tout une aventure entrepreneuriale puisque la société a été fondée en 2004 par 2 entrepreneurs qui avaient la vision et l'intuition que l'industrie financière allait se transformer profondément. Donc aujourd'hui, notre métier, très concrètement, c'est quoi ? C'est de collecter de l'épargne mondiale qui est en croissance et qui a besoin de rendement et de la connecter avec des entreprises qui ont besoin d'être soutenues dans leur phase de croissance ou de déploiement. Donc pour faire ça, en fait, nos clients, ce sont principalement des investisseurs institutionnels français, européens et mondiaux et des clients privés. Et la façon dont on met l'argent au travail, c'est par la création de fonds ou de véhicules d'investissement qu'on peut avoir sur des classes d'actifs différentes. Donc on a des fonds de dette, on a des fonds de capital investissement, on a des fonds immobiliers et on a aussi des obligations et actions sur les marchés les 4 grands piliers d'investissement chez Tikehau Capital. Absolument. Et donc quelques chiffres pour illustrer peut-être avec tout ça. Plaisir. Donc quelques chiffres. Aujourd'hui, donc je vous ai dit, on a démarré en 2004. Donc 18 ans plus tard, on a sous gestion plus de 37,5 milliards. Donc c'est une histoire de croissance extrêmement rapide. On est une plateforme donc multi-actifs, ce qu'on a dit tout à l'heure, et multilocale avec une présence dans 14 pays. Et 750 personnes. Et une des particularités, c'est que Tikehau a été coté en bourse en 2017, à une capitalisation boursière d'un peu plus de 4 milliards. Mais la majorité des actions, 57% du capital, est détenue par cette direction et ses employés. C'est ce qui fait une des singularités de la société. Alors je le disais, on était ici même sur ce plateau, autour de ce plateau il y a un an. 12 mois donc se sont écoulés, pas mal d'événements ont émaillé la vie de Tikehau Capital. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands éléments marquants ? Il y a eu notamment au mois de mars dernier l'annonce d'objectifs de moyen terme assez importants. Alors effectivement, depuis un an, moi j'ai vieilli, Tikehau a grandi. Déjà sur 2021, quand on a clôturé l'année, on a clôturé avec une collecte d'encours record de 6,3 milliards. Et on était du coup en avance d'un an sur les objectifs qu'on avait partagés avec le marché. Donc c'est pour ça, comme vous le soulignez, qu'en début d'année, on a réuni nos investisseurs et on a repartagé des objectifs moyen terme, donc à 2026, qui sont de 3 ordres. Le premier, c'est de doubler la collecte et d'atteindre 65 milliards d'euros d'ici à 2026. Le deuxième, c'est de plus que doubler le résultat opérationnel et de dépasser 250 millions d'euros en 2026. Et le troisième, c'est sur la rentabilité des capitaux propres et d'avoir un objectif qui est à peu près de 15%. Et le début de l'année, vous avez parlé du contexte, je suis sûre qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais effectivement, le début de l'année a montré une collecte extrêmement solide et une croissance qui continue, avec fin septembre 4,3 milliards collectés, en progression de 14% par rapport à la même période de l'année précédente, qui montre que dans un monde où les plaques tectoniques sont toutes en train de bouger, le modèle reste très résilient, fort et continue sa journée de croissance. Alors justement, ce monde et cet environnement qui est en train de beaucoup évoluer, comme vous le dites, il y a des éléments nouveaux qui sont apparus, évidemment la hausse des taux d'intérêt qu'on n'avait plus connue depuis de nombreuses années, l'inflation sur des niveaux, là encore, inconnus depuis même quelques décennies, une entreprise d'investissement comme Tikehau Capital qui finance l'économie. Comment elle fait pour tenir compte de ces éléments un petit peu perturbants, évidemment, dans le financement concret de l'économie ? Comment vous agissez concrètement pour faire face ?
Alors, je pense qu'effectivement, le nouveau monde qui se prépare va être assez discriminant entre les bons investisseurs et les moins bons investisseurs. Je pense qu'on a vraiment 3 parties du modèle qui permettent d'être résilients, en plus du fait qu'il faut continuer d'être extrêmement discipliné et sélectif dans les choix qu'on va faire. La première, c'est que la partie marché privé est encore structurellement en croissance. Et aujourd'hui, on ne ressent pas une fermeture de ce marché, même si certains investisseurs, par manque de visibilité, mettent peut-être un peu plus de temps à collecter sur le court terme. Mais aujourd'hui, c'est un marché qui est encore très porteur et qui va continuer de l'être. Et on va pouvoir probablement l'illustrer plus tard si on parle des tendances. Le deuxième, c'est qu'en fait, on a un portefeuille. Tout à l'heure, je disais, on a une plateforme multi-actif et multilocal qui permet vraiment d'être sur des secteurs extrêmement diversifiés et d'avoir un profil risque-rendement qui est extrêmement résilient, avec, pour la plupart, des choix sur des thématiques et sur des méga-tendances qui sont porteuses. Et notamment, c'est l'investissement responsable aujourd'hui, tous ces sujets d'investissement responsable, puisque la croissance de demain, elle ne sera pas la croissance la plus profitable possible, elle sera la croissance durable. Et peut-être dernière chose... Le bilan, je crois, de capital, qui est quand même très solide. Absolument. Donc, on a un bilan très solide, puisqu'on a 3 milliards de fonds propres, 500 millions de trésorerie. Et c'est effectivement quelque chose qui nous rend extrêmement confiants dans notre capacité à traverser un monde qui va être plus compliqué et de continuer à développer notre modèle. Être résilient. Vous avez cité un terme méga tendance tout à l'heure. Alors, si on peut revenir un petit peu dessus... De quelle façon, vous, chez Tikehau Capital, vous arrivez à surfer, entre guillemets, sur ces méga-tendances? De quoi s'agit-il? C'est des méga-tendances globales, j'imagine. Et vous n'êtes pas les seuls à vouloir vous inscrire dans ce cadre-là. Pourquoi êtes-vous meilleur que d'autres? Donc, peut-être, je vais revenir sur un peu ce qui a changé pour expliquer pourquoi ces méga-tendances. En fait, on était parti pendant des décennies sur une économie où le but ultime, c'était la croissance avec le plus de rentabilité possible. Donc ça a poussé finalement un modèle de globalisation en allant chercher la production là où les coûts étaient les moins chers. Et finalement, tout le monde s'est un peu imaginé que le modèle était infini. Et en fait, les crises qui sont arrivées là, les unes après les autres ou tout en même temps, avec les difficultés à la fois géopolitiques, macroéconomiques et environnementales, ont montré qu'en fait, on avait un système qu'on avait construit qui est hyper fragile. Et qui est hyper fragile parce qu'il a créé des dommages extrêmement importants sur la partie climat-biodiversité, des accroissements d'inégalités sociales très fortes, et finalement une gouvernance assez pauvre parce qu'à la fin, l'argent était gratuit, donc finalement peu de capitaux qui étaient mis au travail, et plutôt du financement avec de la dette gratuite. Et donc on s'aperçoit, et c'est ce que je disais, la croissance, elle sera probablement moins forte demain, mais elle sera durable. Et la majorité des investissements qu'il va falloir faire sont les investissements qui vont nous permettre de faire que le système ne va pas casser et que ça va être durable. Notamment l'environnement, on connaît les objectifs des accords de Paris et on sait qu'il faut investir à peu près 6 milliards par an d'ici 2030. Donc c'est absolument un enjeu d'investissement et de croissance qui est majeur pour tout ce qui est transition énergétique, mais aussi transformation du modèle agricole. On a un sujet de relocalisation ou de fragmentation du monde du fait des tensions géopolitiques aussi et du besoin, enfin de s'être rendu compte qu'il fallait qu'on sécurise et qu'on revienne souverain en fait de ces chaînes de valeur. Et donc ça, c'est un vrai sujet sur qu'est-ce que ça va impliquer. Et troisième, c'est avec toute la vitesse de développement de la digitalisation, c'est tout ce qui est sécurité numérique. Cybersécurité. Exactement. Et sur ces choses-là, quand vous regardez les matrices de risque des entreprises et la façon dont elles ont évolué, en fait, les matrices de risque à fin 2021, elles vous montrent en haut à droite environnement, cybersécurité.
Et quand je dis en haut à droite, ça veut dire c'est le risque le plus probable et qui fera le plus mal. Donc on est vraiment là-dedans, donc on n'est pas en train de parler de méga tendance, on est en train de parler de nécessité d'investir le plus dans un environnement où la croissance va baisser. C'est des secteurs qui vont devoir croître et qui vont demander beaucoup de capitaux. Et en tant que Tikehau, je pense que je dirais pas qu'on est les meilleurs, mais pourquoi on a été les premiers peut-être ? C'est parce qu'on a 4 éléments qui sont extrêmement différenciants. Le premier, je l'ai cité, c'est on est géré par des entrepreneurs. Ouais. On est en train de transformer totalement un monde, mais si on fait du neuf avec du vieux, on n'y arrivera pas. Donc la nécessité d'innover, quand vous dites ça, les gens pensent technologie. Mais la nécessité d'innover dans les transformations qu'on a besoin de faire, c'est sur les façons de travailler, sur les solutions financières. Et c'est pas que les technologies, puisqu'on sait que la première phase qui nous amène à 2030 pour baisser de moitié les émissions carbone, elle se fera avec des technologies existantes. Donc, en étant entrepreneur et en ayant un ADN entrepreneur, on a la capacité d'inventer des solutions et de prendre des risques. D'autre part, Tikehau, c'est une société qui est relativement jeune, très agile. Et donc, aujourd'hui, vous avez aussi un sujet qui est se tourner vers l'avenir au lieu de se tourner vers le passé. Et quand vous n'avez pas un lourd passé historique qu'il faut transformer, vous avez cette capacité d'être agile et de regarder plus loin. Donc ces tendances-là, Tikehau les a regardées depuis vous savez les anticiper au mieux avec, comme Absolument. Vous dites, beaucoup d'agilité. Absolument. Ce qui est aussi très différenciant chez Tikehau, c'est, et je l'ai dit, c'est le multiplateforme, multilocal. Et multilocal, par rapport à ce qu'on disait sur la démondialisation ou la fragmentation, mais aussi parce qu'aujourd'hui, tous les objectifs vont être globaux, mais les exécutions seront locales. Donc si vous n'avez pas des personnes sur le terrain qui ont une connaissance intime de quels sont les besoins en local, quelles sont les sociétés, vous serez moins fort. Non, ça, c'est le cas un avec, avantage. Avec vous arrivez à mailler le territoire global. Absolument. Et pour moi, 2 autres qui sont extrêmement importants, c'est la capacité de travailler avec des partenaires, parce qu'on est dans des sujets collectifs. Et la compétence, on ne va pas tous l'apprendre, donc il faut savoir se mettre en collectif pour aller attaquer des chaînes de valeur notamment. Et ça, on l'a déjà fait dans le passé, on parlera peut-être d'exemples plus tard, mais on l'a déjà fait. Et le dernier, mais probablement un des plus importants, c'est l'alignement d'intérêts. J'ai dit 57% du capital est détenu par la direction et les employés, mais en plus de ça, Tikehau investit plus de 80% de son bilan dans ses stratégies. Donc on a un alignement d'intérêts total entre les actionnaires, les employés et les clients. Et ça, c'est extrêmement important parce que notamment quand on va faire de l'innovation, quand on est capable de mettre du bilan et de dire moi j'y crois, c'est mon argent et mon argent je le gère bien puisque c'est mon métier, c'est un élément qui est extrêmement important. Vous avez parlé beaucoup de transition énergétique, de décarbonation. C'est des jolis mots, des objectifs à atteindre. Concrètement, quel type d'initiative, d'investissement ou même de partenariat vous avez mis en œuvre ou vous projetez de mettre en œuvre ? Donc sur la transition énergétique, en fait, on a lancé en 2018 un fonds de transition énergétique européen aux côtés de Total Energy. Pourquoi aux côtés de Total Energy ? Parce que pour attaquer une chaîne de valeur et un sujet, on a besoin d'une connaissance intime des process, des défis de la chaîne de valeur et d'où est-ce qu'il faut travailler. Quand on l'a lancé, c'était assez nouveau, donc on nous a parfois regardé un peu bizarrement. On est 4 ans plus tard, on a levé plus de 1 milliard, on a investi dans 10 entreprises, on en a sorti 2 avec des performances extrêmement bonnes. Donc on a construit un track record, à la fois en performance financière, mais aussi sur la performance extra-financière qui était des objectifs qu'on s'était fixés en termes de pénétration de renouvelables, efficacité énergétique et mobilité bas carbone. Donc ça, c'était vraiment notre fond de démarrage en fait sur les 4 sujets. 4 ans, 10 entreprises et 2 dans lesquelles vous avez vraiment pu sortir dans des bonnes conditions, c'est ça ?
Deux dont on est sorti dans des bonnes conditions, mais le fonds n'est pas terminé. Mais il est déjà bien déployé, donc on envisage de lancer un deuxième vintage qui sera plus ambitieux, évidemment, fort de notre succès. Après, une fois qu'on s'est attaqué à l'énergie, il y a un énorme sujet qui est l'agriculture. Et c'est un énorme sujet parce qu'aujourd'hui, 95% des besoins alimentaires viennent du sol. On a dégradé 40% du sol. L'agriculture est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, le sol est un puits de carbone naturel. C'est le plus grand avec les océans, mais les océans sont acidifiés. Donc l'agriculture est absolument incontournable si on veut faire une trajectoire net zéro. Et en plus, il s'agit d'alimentation. Il s'agit de nutrition, donc aussi pour des sujets de santé avec un système alimentaire qui a amené l'obésité, le diabète. Il y a des interdépendances aussi sur d'autres sujets. Donc on a décidé, fort de notre expérience sur la transition énergétique, de lancer là aussi un fonds sur l'agriculture régénératrice, spécialisé sur la régénération du sol. Et on l'a lancé en partenariat avec Unilever, là aussi, connaissance intime de la chaîne de valeur, et AXA Climate, qui a déjà beaucoup travaillé sur ces sujets. Et là, ce fonds, il sera un peu plus long, parce qu'en fait, le vrai avantage de ces solutions, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, vous avez des injonctions contradictoires, et on demande quand même aux entreprises d'avoir des objectifs pour aller à l'échelle. Donc tout le monde a pris des engagements, sauf que vous êtes en contradiction sur temps court, temps long. Quand vous faites un fonds fermé, vous décidez de la durée. Donc vous vous assurez que vous n'êtes pas en gestion de coûts sur 3 ans, mais que vous avez bien le cycle de la durée. Deuxièmement, quand vous êtes une entreprise, vous êtes sur un bout de la chaîne de valeur. Donc vous entrez assez vite en conflit sur qui va apporter le prix, qui va payer, qui va faire quoi que ce soit. Quand vous vous dites on rassemble et on fait toute la chaîne de valeur, vous enlevez aussi ces sujets de conflit potentiellement en fonction de où vous êtes dans la chaîne de valeur. Et en ayant une vue agnostique, vous pouvez vraiment l'approcher sur où sont les nœuds et collectivement faire les choses pour les passer à l'échelle. Et notre troisième initiative, puisque votre question était sur la transition énergétique. L'énergie, l'agriculture, et le troisième point. Et on a fait un fonds qui s'appelle Tikehau Green Asset. C'est un fonds sur des petits actifs verts. En fait, l'idée est de trouver une solution, notamment pour des petites entreprises et toutes petites entreprises, qui est on achète les actifs verts et on leur fournit comme service avec des contrats de long terme. Donc, ils ne sont pas obligés de faire l'investissement de départ. Et on fait en sorte que, du coup, leur modèle financier reste résilient et qu'ils peuvent... un tiers investisseur de soutien, en fait. Exactement. Exactement. Et après, on a d'autres initiatives, mais votre question étant la transition énergétique, je m'arrête là. Alors, on peut peut-être évoquer notre point, qui est un des 4 piliers de la société, c'est le private equity. Historiquement, toujours accessible uniquement à des gens un petit peu, on va dire, fortunés et riches, ou des family office, des investisseurs privés. On sent que cette industrie-là est en train de se démocratiser. Est-ce que c'est un chemin vers lequel vous allez aussi chez Tikehau Capital ? C'est un de vos piliers importants. Est-ce que le particulier, le retail comme on dit, et y compris qui nous regarde, peut investir dans des entreprises auxquelles il n'a pas accès grâce à vous aujourd'hui ? Alors absolument, et au-delà du capital investissement, en fait, pour Tikehau Capital, la démocratisation et l'accès des individus aux fonds privés est un axe de croissance majeur des prochaines années. On a commencé il y a quelques années déjà, et on a déjà une gamme de produits dans l'ensemble de nos fonds, enfin, sur l'ensemble de nos stratégies qui est disponible. Soit sur l'immobilier, on a 8 milliards disponibles sous forme de SCPI et OPCI. On a aussi fait des partenariats bancaires avec des banques en Italie et en Espagne pour que leurs clients aient accès à un certain nombre de nos fonds privés de dette ou de capital investissement. On a fait des unités de compte avec des compagnies d'assurance, donc MACSF et CNP, là aussi pour offrir un accès via des unités de compte à des particuliers sur nos fonds.
Et on a annoncé assez récemment un partenariat avec la plateforme globale e-Capital sur nos fonds immobiliers et situations spéciales, là aussi pour offrir aux particuliers un accès à ces fonds-là. Et on a aussi créé Opal Capital, qui est destiné à des conseillers financiers, justement pour continuer la démocratisation. Donc une multitude de solutions, en fait, à disposition de l'investisseur particulier. Et la plus évidente, c'est l'action Tikeo, puisque je disais que Tikeo investit plus de 80% de son bilan dans ces stratégies. Donc une façon d'être exposé à l'ensemble des stratégies et à la force du modèle, c'est l'action Tikeo. Et d'ailleurs, si on regarde les performances depuis le début de l'année, l'action Tikeo a progressé alors qu'on est dans un marché où on est plutôt à moins 30, moins 40. Donc ça montre aussi là la force du modèle et la capacité du modèle à continuer à avancer dans un contexte qui s'est largement compliqué. Puisque vous parlez de l'action, justement, sur Euronext Paris, au mois de mars, vous aviez donc fait des annonces sur les objectifs de moyen terme. Et un des volets de ces annonces concernait la politique de distribution, le dividende. Ceux qui pourraient être tentés justement pour jouer ce modèle que vous venez de nous décrire et d'acheter donc l'action Tikeo, est-ce qu'ils sont bien rémunérés en termes de dividendes et quels sont les objectifs en la matière dans les prochaines années ? Alors effectivement, on a, suite à la simplification juridique de Tikeo Capital qu'on a fait en 2021, on a mis en place une nouvelle politique de dividendes qui consiste à distribuer plus de 80% du résultat opérationnel. Si je prends l'exemple de la distribution 2022 au titre de l'exercice 2021, on a distribué un dividende à hauteur de 1 €, 60 centimes liés à la performance du modèle et qui représente 92% du résultat opérationnel, donc on est bien dans notre politique de distribution, et qui représentait une augmentation de 20% par rapport à l'année d'avant. Et on a rajouté 40 centimes parce que l'activité et la rotation du portefeuille avaient été actives et performantes sur 2021. Donc 1 € avec un cours autour de 24, ça fait un rendement de 4,5, pas loin de 5% en fait. Voilà, et n'oubliez pas que je vous ai dit qu'on avait un objectif de plus que doubler le résultat opérationnel. Donc en appliquant la politique de dividende, il y a effectivement une bonne visibilité de performance et de rémunération à ce titre. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci Cécile Cabanis pour toutes ces informations et cette présentation de Tikeo Capital. Et on invite tous nos auditeurs et nos téléspectateurs à venir retrouver d'ailleurs les équipes de Tikeo Capital sur leur stand au Carrousel du Louvre, donc pour l'Investir Day numéro 4. La 4e édition, c'est le mardi 29 novembre prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.